Mon nom est Léa Martin. J'ai 32 ans. Et jusqu'à hier soir, je pensais que j'allais épouser l'amour de ma vie. Maintenant, je suis assise sur mon canapé, entourée de restes de snacks, de la confiance brisée, et de l'écho lointain de rire qui me fait encore mal à la poitrine. C'était censé être notre fête de fiançailles, une petite célébration intime dans mon appartement. 15 personnes, principalement les amis de Marc, tous parlant les uns sur les autres, tous bruyants de manière à me faire sentir comme une invitée dans ma propre maison. Marc appelait ça intime. Moi, j'appelais ça bon marché. Mais je n'ai pas argumenté. Je pensais que le compromis faisait partie de l'amour, jusqu'à ce que je réalise que j'étais la seule à faire des compromis. La bague avait été une blague récurrente entre nous, argent martelé, oxyde de zirconium, exactement 100 €. C'est tout nous, a dit Marc quand nous l'avons acheté. On en rira un jour. Je ne ris pas. L'ambiance était étrange ce soir-là. Marc rayonnait, flottant dans la pièce comme s'il fêtait son propre anniversaire, pas le nôtre. Chaque fois que je m'approchais de lui, il s'éloignait, remplissant le verre de quelqu'un, riant avec les gars, ou chuchotant quelque chose à Élodie, sa prétendue meilleure amie de fac. J'avais déjà exprimé des inquiétudes, mais il les avait balayées. Elle est comme une sœur, disait-il. Bien sûr. Les sœurs n'envoient pas de messages à minuit ni ne touchent la cravate de votre fiancé comme ça. Quand son ami, Yacine, s'est levé pour porter un toast, j'ai senti mon estomac se serrer. Il était déjà ivre, souriant un peu trop largement, vers levé. À Marc et Léa, a-t-il dit en bafouillant légèrement. 2 personnes qui prouvent que l'amour peut tout surmonter. Même la mariée de secours de Marc. Des rires ont éclaté, maladroits, aigus comme du verre brisé. Le visage de Marc s'est figé. Yacine, arrête. Mais Yacine a continué. Se tournant vers Élodie avec un clin d'œil, allez, Élodie. Tu as toujours dit que si Léa se ratait un jour, tu serais prête sur le banc, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse. Mes yeux ont fusé vers Marc. Il ne me regardait pas. Il la regardait. Et elle souriait, un petit sourire, embarrassée peut-être, mais satisfaite. Ce sourire m'a frappé plus fort qu'aucune gifle n'aurait pu le faire. Quelqu'un a toussé. Quelqu'un d'autre a ri nerveusement. Marc n'a rien dit. Absolument rien. Je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol comme un coup de feu. Waouh, ai-je dit doucement. Une mariée de secours. C'est pratique. Yacine a cligné des yeux, réalisant trop tard qu'il avait marché sur une mine. Léa, c'est juste un. Je l'ai coupé. Non, non, c'est brillant. Planification de contingence, gestion des risques, n'est-ce pas, Marc? Il a froncé les sourcils. Léa, ne commence pas, commencez. J'ai souri. Mon sourire me tirait le visage. Tu as raison. Je devrais plutôt finir. Je me suis dirigée vers le porte-manteau, j'ai pris ma veste et j'ai fouillé dans la poche. Mes doigts ont effleuré la petite boîte en velours que j'y avais mise plus tôt, celle qui contenait cette bague en argent bon marché. Quand je me suis retournée, tout le monde me regardait. Les rires s'étaient complètement éteints. Je suis allée droit vers Élodie. Elle a levé les yeux, grands comme des billes, le verre tremblant dans sa main. J'ai ouvert la boîte. La bague a faiblement scintillé sous la lumière. Prends le relais, ma chérie, ai-je dit d'une voix calme. Il est tout à toi. Et j'ai laissé tomber la boîte dans sa main. Marc s'est levé brusquement. Léa, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Je mets fin à la blague avant qu'elle ne devienne moins drôle. Personne n'a bougé. L'air était lourd, épais d'humiliation et de pitié. Puis j'ai forcé un rire, fort, cassant, creux. Ne gâchez pas la fête à cause de moi. Continuez de célébrer votre petit plan de secours. Yacine a marmonné, Léa, allez. Mais je me dirigeais déjà vers la porte. La fête est finie, ai-je dit en l'ouvrant grand. Tout le monde dehors. La voix de Marc s'est brisée derrière moi. Tu es folle. Peut-être, ai-je dit sans me retourner. Mais au moins, je ne passe pas des auditions pour des remplaçantes. Il s'est figé, le sang se retirant de son visage.
Les autres ont commencé à se diriger vers la sortie, les yeux baissés. Élodie était pâle, serrant la petite boîte en velours comme si elle allait la brûler. Quand la porte s'est finalement fermée, le silence a pesé comme une chose physique pressant contre ma peau. Les guirlandes lumineuses sur lesquelles Marc avait insisté brillaient toujours, moqueuses dans leur chaleur. Je me suis assise sur le canapé, entourée de papiers cadeaux déchirés et de verres à moitié vides. Sur la table basse gisait la boîte à bagues. Elle l'avait sûrement laissée tomber en s'enfuyant. Je l'ai ramassée et j'ai fixé le cercle d'argent terne à l'intérieur. Après une longue minute, j'ai murmuré presque à moi-même, les 100 € les mieux dépensés de ma vie. Les coups ont commencé 10 minutes après que j'ai verrouillé la porte. La voix de Marc a transpercé le couloir, en colère et pâteuse. Léa, ouvre cette fichue porte. Tu m'as humiliée devant tout le monde. Derrière lui, Yacine, Jeanne et Kevin criaient aussi, un cœur d'indignation ivre. Tu lui dois des excuses. Tu es allé trop loin. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis mes écouteurs à réduction de bruit, ouvert une nouvelle playlist et laissé leur voix s'estomper sous la musique. Ils ont continué pendant 20 minutes, peut-être plus, criant, jurant, me traitant de folle. Puis j'ai entendu Yacine marmonner quelque chose comme « Elle appelle les flics ». Et le couloir est finalement devenu silencieux. Je ne les ai pas réellement appelés cette nuit-là. J'ai juste fait semblant, ça a marché. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à un site bombardé, plus de 100 notifications, SMS, appels manqués, messages vocaux, tous de Marc, Élodie, ou leur petit cercle de défenseurs. Les premiers messages de Marc étaient furieux. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? C'était une blague. Tu as de sérieux problèmes de confiance. Puis sont venus les messages culpabilisants. Tu es en train de jeter 4 ans. Je n'arrive pas à croire que tu gâches quelque chose de bien. Ma mère est horrifiée. Elle dit que tu as besoin d'aide. Le dernier disait, je reste chez Élodie pour l'instant. Tu es contente? J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui d'Élodie. Puis ceux de Yacine, de Kevin, même celui de sa mère. Chacun d'eux. Le silence. C'était étrange, mais agréable. À 8 heures du matin, un serrurier est arrivé. Je suis restée près de la porte pendant qu'il changeait toutes les serrures, installait un pen de haute sécurité et me remettait de nouvelles clés. 280 €. Cela valait chaque centime. Quand il est parti, j'ai regardé autour de l'appartement, les verres à moitié vides, les roses fanées, la traînée de confettis sur le sol. Ça ne ressemblait plus à un chez-soi. Ça ressemblait à des preuves. J'ai attrapé une pile de cartons et j'ai commencé à emballer. Ses chemises d'abord, sentant encore légèrement son eau de Cologne. Puis ses articles de toilette, ses boutons de manchette, ses chaussures, sa stupide couverture lestée. Chaque article allait dans une boîte étiquetée. Vêtements, articles de toilette, mensonges divers. Quand j'ai trouvé une de ces vieilles cartes d'anniversaire signées, pour toujours, j'ai ri aux éclats, un rire bref et amer. J'avais été si sûre d'être la chanceuse. Je pensais qu'il était le stable, l'homme qui ne mentirait jamais, ne tromperait jamais, ne me ferait jamais me sentir petite. Au lieu de cela, j'avais vécu aux côtés d'un étranger qui s'entraînait à faire semblant de m'aimer. Dans l'après-midi, 12 cartons étaient alignés le long du mur près de l'entrée. Toute trace de lui contenue, catégorisée et prête à quitter ma vie. J'ai fait un dernier tour de l'appartement juste pour être sûre de n'avoir rien oublié. C'est là que j'ai trouvé la photo. Elle était sur son bureau, Marc et Élodie, bras dessus, bras dessous, lors d'un événement universitaire, riant comme s'ils partageaient un secret. Je l'ai glissé dans le dernier carton, j'ai fermé le couvercle et je l'ai scellé avec du ruban adhésif. Fini. Le coup à la porte est venu juste au moment où le ruban adhésif s'est cliqué, fort, impatient. J'ai vérifié par le Judas, Marc. Seule cette fois. Son expression était orageuse. J'ai ouvert la porte d'un pouce seulement, gardant la chaîne. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Sa voix était tendue de colère. « Ma clé ne fonctionne pas, je sais », ai-je dit. J'ai changé les serrures. Sa mâchoire est tombée. « Tu as fait quoi ?»« Tu ne peux pas faire ça, Léa.
C'est aussi ma maison. J'ai soutenu son regard sans ciller. Non, c'est mon appartement. Ton nom n'est pas sur le bail. Tu étais un invité. Ses narines se sont dilatées. Un invité? J'ai vécu ici pendant 2 ans. Tu as vécu avec moi. Ce n'est pas la même chose. Il a poussé la porte, la chaîne a claqué. Je vais chercher mes affaires. Tu peux organiser un enlèvement. Tout est dans des cartons dans l'entrée. Tu auras 30 minutes. Il a ri amèrement. Tu penses pouvoir dicter les conditions? Tu es incroyable. J'ai gardé un ton neutre. Tu peux prendre tes vêtements, tes affaires personnelles et la bibliothèque. La chaise reste. Quelle chaise? La chaise ergonomique que tu m'as supplié d'acheter pour ton installation de télétravail. Celle que j'ai payée 700 € avec ma carte. Tu as dit que tu me rembourserais. Il a cligné des yeux, puis a ricané. Tu la gardes? C'est du vol. C'est un paiement, ai-je dit. Tu ne m'as pas remboursé, alors maintenant elle est à moi. Il s'est approché de la porte, le visage déformé. C'est de l'extorsion, Léa. Tu es folle. J'appelle les flics. Je leur dirai que tu voles ma propriété. Vas-y, ai-je dit calmement. Apporte-leur le bail et le reçu. Peut-être parle-leur de ta mariée de secours pendant que tu y es. Pendant 1 seconde, il s'est figé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. La rage dans ses yeux a laissé place à autre chose. La peur. Tu vas le regretter, a-t-il marmonné. Peut-être, ai-je dit, et j'ai claqué la porte au nez. Le silence qui a suivi a semblé plus lourd que le bruit. Je me suis appuyé contre la porte, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis j'ai fermé le pen et j'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des heures. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'étais complètement seule. Et pour la première fois, cela ne m'a pas effrayée. 2 jours plus tard, il y a eu un autre coup. Mais cette fois, ce n'étaient pas les coups furieux de Marc. C'était délibéré, rythmé. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est noué. 2 policiers en uniforme se tenaient dehors et derrière eux, garés au bord du trottoir, comme s'il en était fier, il y avait Marc. Et bien sûr, Élodie était avec lui, appuyée contre la voiture, faisant semblant de ne pas faire partie du spectacle. J'ai ouvert la porte à moitié, gardant ma voix égale. Bonjour, messieurs les agents. L'officier le plus âgé a hoché la tête poliment. Mademoiselle Martin, nous avons reçu un appel concernant un différend conjugal et une possible expulsion illégale. Son ton était fatigué, comme s'il avait déjà fait cela 100 fois aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil au-delà de lui vers Marc et j'ai levé un sourcil. Laissez-moi deviner qui a appelé. L'officier plus jeune a raclé sa gorge. Madame, s'il vivait ici et que vous l'avez enfermé dehors, cela pourrait être considéré comme une expulsion illégale. J'ai souri. Petit, poli, dangereux. Je comprends parfaitement, c'est pourquoi j'ai mon bail juste ici. Je l'ai tendu. Seulement mon nom, mon adresse, ma signature, pas la sienne. Il n'a jamais été dessus. Il n'a pas de factures envoyées ici, pas de courrier, pas de droit de locataire. C'était un invité à qui on a demandé de partir. L'officier plus âgé l'a parcouru rapidement, puis a hoché la tête à son partenaire. Ça me semble clair. Marc, qui avait plané derrière eux, s'est avancé. Elle ment. La moitié de ses meubles sont à moi, ma chaise de bureau, mon équipement. Elle les retient en otage. Sa voix a craqué à la fin, trahissant la panique sous la colère. Il peut prendre tout ce qui lui appartient, ai-je dit calmement, en désignant l'entrée. 14 cartons, c'est. Pardon, ses vêtements, articles de toilette, effets personnels, tous étiquetés. Il peut les prendre maintenant sous surveillance s'il le souhaite. L'officier plus âgé s'est frotté la tempe, visiblement lassé. Monsieur, la chaise est-elle contestée? Le visage de Marc est devenu rouge. Oui, elle vaut 700 €. J'ai tendu la main derrière moi, j'ai pris le reçu imprimé sur la table basse et je l'ai tendu à l'officier. Acheté avec ma carte de crédit.
Il a dit qu'il me rembourserait. Il ne l'a pas fait. Cela la rend mienne jusqu'à remboursement. L'officier a fixé le reçu, puis a regardé Marc. Monsieur, cela ressemble à une affaire civile. Nous ne pouvons pas la forcer à vous donner la chaise. Il s'est tourné vers moi. Êtes-vous d'accord pour qu'il récupère le reste de ses biens pendant que nous sommes là? Absolument, ai-je dit. Et ainsi, la scène la plus étrange de ma vie s'est déroulée. 2 policiers se tenaient à ma porte tandis que Marc entrait et sortait, carton après carton, transportant les morceaux de son ancienne vie hors de la mienne. L'air était si lourd de tension que j'entendais chaque souffle. Élodie restait près de la voiture, les bras croisés, faisant semblant de ne pas regarder. Chaque fois que Marc passait devant moi, il marmonnait quelque chose entre ses dents, froid, vindicatif, sans cœur. Je l'ai ignoré. L'officier le plus âgé se tenait les bras croisés, l'expression illisible. Le plus jeune avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Quand Marc a ramassé le dernier carton, il m'a fusillé du regard. Tu aurais pu simplement me parler comme une adulte. J'ai soutenu son regard. Je l'ai fait. Tu n'as juste pas aimé ce que tu as entendu. Il a eu l'air de vouloir me lancer le carton, mais il l'a plutôt calé contre sa hanche et a dévalé le couloir. Élodie est montée dans la voiture avant même qu'il ne l'atteigne. Il s'est retourné une dernière fois. Ce n'est pas fini, Léa. Tu verras. J'ai fermé la porte lentement et je l'ai verrouillée à nouveau. Je l'ai déjà fait, ai-je murmuré. Les officiers m'ont fait un petit signe de tête avant de partir. Au moment où leurs pas se sont estompés, je me suis effondrée sur le canapé. Mes mains tremblaient, bien que je ne l'aie pas réalisé avant ce moment. Je n'avais pas peur, juste épuisée. Chaque partie de moi me faisait mal d'avoir tenu le coup. J'avais envie de pleurer, mais rien ne venait. Juste ce calme froid et étrange. Pour la première fois, j'ai pensé que c'était peut-être enfin fini. Je me suis trompée. Le lendemain matin, ma propriétaire, Madame Dubois, m'a appelée. « Salut Léa », a-t-elle dit prudemment. « Je voulais juste prendre des nouvelles, tout va bien là-bas ?» « Oui », ai-je dit lentement. « Pourquoi ?»« Eh bien, c'est bizarre. J'ai reçu 2 appels anonymes aujourd'hui. L'un parlait de cris et de disputes constants venant de votre appartement. L'autre d'une odeur chimique provenant de vos bouches d'aération. Ça vous dit quelque chose ? Mon sang s'est glacé. Anonyme. Oui, probablement une petite histoire de voisins, mais le siège social a paniqué. Ils me demandent de programmer une inspection de bien-être la semaine prochaine. Et eux, si nous recevons un autre appel, ils le considéreront comme une violation de la sécurité de la communauté. J'ai fixé le mur, le cœur battant. Madame Dubois, c'est Marc. Ça doit être lui. Elle a soupiré. Je m'en doutais, vous avez toujours été une locataire parfaite, Léa, mais s'il vous plaît, quoi que ce soit, faites que ça s'arrête. Je ne veux pas vous perdre. Après avoir raccroché, je suis restée assise au bord de mon lit pendant un long moment. Pas de larmes, pas de panique, juste la réalisation. Ce n'était plus du chagrin. C'était la guerre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement de l'appartement me faisait penser à Marc, son sourire en coin, son arrogance, sa promesse que ce n'était pas fini. J'ai fixé le plafond jusqu'au lever du soleil, puis j'ai fait un café assez fort pour me brûler la gorge. L'idée qu'il essaie d'empoisonner ma paix avec des mensonges, me faisait trembler les mains, non pas de peur, mais de fureur. Il ne supportait pas que je ne rampe pas à ses pieds. Il avait besoin de chaos pour se sentir à nouveau puissant. À 9h du matin, j'ai appelé un avocat. Il s'appelait David Tran. Voix calme, esprit vif. Je lui ai tout expliqué. Les fiançailles, la fête, la rupture, la visite de la police, et maintenant les appels anonymes à ma propriétaire. Il n'a pas interrompu, il a juste écouté, griffonnant des notes. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis il a dit, c'est un comportement classique d'ex-vindicatif. Vous avez déjà fait les choses intelligentes, changé les serrures, tout documenté, gardez votre calme. Maintenant, vous avez besoin d'une trace écrite pour vous protéger.
Il a rédigé une lettre de mise en demeure le même après-midi, formelle, directe et terriblement efficace. Elle détaillait le faux rapport de police, le harcèlement et les appels diffamatoires anonymes. Elle avertissait que tout contact ultérieur, direct ou indirect, serait traité comme une preuve dans une action civile pour harcèlement et diffamation. Il a dit qu'il enverrait des copies par courrier recommandé à l'adresse de Marc, à celle d'Élodie, et même à celle de Yacine, puisque tous les trois avaient été impliqués cette nuit-là. Cela m'a coûté 350 € pour la consultation et le service. Quand j'ai tendu ma carte, David m'a regardé avec un mélange d'empathie et d'admiration. Il reculera quand il réalisera que vous n'avez pas peur, a-t-il dit. Les gens comme ça se nourrissent de réactions. Vous faites ce qu'il faut en restant silencieuse et formelle. Laissez le papier parler. Le soir, j'avais tapé mon propre email à Madame Dubois, ma propriétaire. J'ai tout résumé, joint la lettre de mise en demeure, et mis en copie le siège social de l'entreprise. J'ai clairement indiqué que les plaintes anonymes faisaient partie d'une campagne de harcèlement continu de la part de mon ex-fiancé, qui se vengeait après avoir été retiré de ma résidence. Ce n'était pas un message émotionnel. C'était propre, précis, professionnel. Le genre de mail qui crie « J'ai des preuves ». Après avoir cliqué sur « Envoyer », j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. Pour la première fois, je ne réagissais pas. J'agissais. Les jours passèrent. Pas d'appel de Madame Dubois, pas de message, pas de coup à la porte. Le silence était lourd, mais c'était la paix. J'ai recommencé à nettoyer, à écouter de la musique, à ouvrir les fenêtres. L'air semblait plus léger. J'ai même recommencé à dormir toute la nuit. Pendant un moment, j'ai cru que le cauchemar était peut-être enfin terminé. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Élodie. » Mon estomac s'est serré. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. Le message continuait. J'ai rompu. Il est fou. Il voulait que j'appelle ta propriétaire à nouveau. Pour dire, j'ai vu de la drogue dans ton appartement. J'en ai marre de faire partie de ça. Je suis désolée pour tout. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre table. Je n'ai pas répondu. Sa culpabilité ne m'intéressait pas. J'ai juste pris une capture d'écran pour la documentation et je l'ai archivée. Ce n'était plus que ça, une preuve. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel. Numéro inconnu à nouveau. J'ai hésité à le laisser sonner, mais quelque chose m'a dit de répondre. « Allô » ai-je dit prudemment. Une voix familière est venue par la ligne. Plus âgée, douce, entraînée. « Léa, c'est Henri, le père de Marc. » Bien sûr que c'était lui, j'ai failli rire. « Monsieur Dubois » ai-je dit d'une voix égale. « Que puis-je faire pour vous ?» Il a soupiré, le genre de soupir censé paraître déçu mais compatissant. « Léa, je sais que les choses se sont mal terminées. Je n'appelle pas pour vous faire la leçon. C'est juste que Marc ne va pas bien. Il a été sous beaucoup de stress. Il s'est fait mal au dos et ne peut pas travailler confortablement. Il a mentionné que vous avez toujours sa chaise ergonomique, celle qui l'aide à s'asseoir sans douleur. » Mes yeux se sont fermés. Bien sûr, la chaise, le symbole de tout ce qu'il pensait lui être dû. « Je vois » ai-je dit. « Et il vous a envoyé négocier. » Henri a ri doucement. « Il ne m'a pas envoyé, ma chérie. J'essaie juste de vous aider tous les deux à tourner la page paisiblement. » Je suis restée silencieuse. Il a rempli le silence comme les hommes comme lui le font toujours. Il a dit que vous la gardez par vengeance. Je lui ai dit que ça ne vous ressemble pas. Vous êtes raisonnable. Combien faudrait-il pour que vous la laissiez partir ? J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. 700 €, ai-je dit d'un ton plat. C'est ce que j'ai payé avec ma carte. Une fois remboursée, je la laisserai dehors pour qu'il la récupère. Il y a eu une pause, puis, incrédule, 700 € pour une chaise d'occasion ? C'est le prix qu'il a accepté, ai-je dit, et le prix qui m'a épargné des maux de dos pendant qu'il envoyait des SMS à d'autres femmes. Ça me semble juste. Une longue expiration. Bien.
Puis-je vous faire un virement? J'ai cligné des yeux. Oui, vous pouvez. Pas même une minute plus tard, la notification a retenti. Henri Dubois vous a versé 700 € pour la chaise. J'ai roulé la chaise sur le porche, je lui ai envoyé un SMS, c'est prêt, et je suis rentré. 1 heure plus tard, une voiture s'est arrêtée. Marc est sorti, bougeant raidement, évitant les fenêtres. Il a poussé la chaise sur la banquette arrière, a claqué la porte et a filé. Il n'a jamais levé les yeux. Moi non plus. Quand les feux arrière ont disparu, j'ai ri pour la première fois depuis des semaines, un petit son privé qui m'a presque semblé étranger. Il m'avait enfin payé pour disparaître de sa vie, et j'étais plus qu'heureuse de m'y conformer. Après que Marc soit parti avec la chaise, le silence dans mon appartement a semblé différent, plus lourd au début, mais pas suffocant. C'était un silence dans lequel je pouvais respirer. Plus de coups à la porte, plus de téléphones vibrant avec son nom qui clignotait à l'écran. Plus besoin de faire semblant que j'étais celle qui perdait le contrôle. Pour la première fois, la paix n'était pas un luxe. C'était un choix que j'avais enfin fait pour moi-même. Quelques jours plus tard, Madame Dubois a appelé. Son ton était plus léger cette fois. Salut Léa. Je voulais juste te faire savoir que le siège social a tout examiné. Nous classons le dossier de plainte. J'ai vu la lettre de votre avocat, bien joué. Vous êtes tiré d'affaire. J'ai laissé échapper un lent souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Merci, Madame Dubois. Vraiment? Pas de problème, a-t-elle dit. Et pour ce que ça vaut, j'ai toujours su que c'était lui. Vous êtes une locataire modèle depuis des années. Cette simple validation m'a serré la poitrine. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi s'est relâché. La peur avait disparu. La guerre était finie. Une semaine s'est écoulée, puis une autre. Pas d'appel, pas de lettres, pas de rencontres, juste le calme. J'ai recommencé à faire des choses normales, arroser mes plantes, aller travailler, cuisiner des dîners. Je mangeais vraiment au lieu de juste regarder. Chaque soir, l'appartement ressemblait moins à un champ de bataille et plus au mien à nouveau. Puis un soir, j'ai reçu un autre SMS d'un numéro inconnu. Mon estomac s'est serré, mais quand je l'ai ouvert, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était de Yacine, le même idiot qui avait fait la blague de la mariée de secours cette nuit-là. Léa, disait-il. Je sais que j'ai dépassé les bornes. Je ne savais pas à quel point les choses étaient mauvaises entre toi et Marc. Je suis désolée pour le toast. Je pensais que c'était juste une blague. J'ai fixé le message un long moment. Peut-être qu'il était sincère. Peut-être pas. Dans tous les cas, cela n'avait pas d'importance. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus amère. Je m'en fichais, tout simplement. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran, l'ai rangée avec les autres, et j'ai supprimé le message. Plus tard cette semaine-là, un autre SMS est apparu. Celui-ci venait d'une amie commune, Amélie, quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Je voulais juste te faire savoir que Marc et Élodie ont rompu. Apparemment, il a essayé de lui reprocher tout, a dit que son stupide groupe d'amis lui avait gâché la vie. Elle a quitté son logement le mois dernier. Ils ne se parlent plus. J'ai fixé mon écran et j'ai laissé échapper un rire bref et sans humour. Bien sûr, il a blâmé quelqu'un d'autre. C'était toujours quelqu'un d'autre. La responsabilité était une langue que Marc n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre avec un verre de vin et j'ai regardé les lumières de la rue scintiller sur le trottoir trempé par la pluie. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais plus à lui, à Élodie ou à qui que ce soit d'autre. Juste à moi. Mon appartement silencieux, mon reflet dans la fenêtre, fatigué, mais toujours debout, toujours là. Puis mon téléphone a vibré une dernière fois. Une notification de virement. 700 € reçus d'Henri Dubois pour la chaise. J'ai souri faiblement, murmurant à moi-même, chaque centime en valait la peine. J'ai éteint mon téléphone, j'ai fermé les rideaux et je me suis tenue au centre de mon appartement. Il semblait plus propre maintenant, plus léger en quelque sorte. Pas de carton, pas de fantôme, juste de l'espace.
J'ai pensé à la bague, la blague à 100 € qui avait tout déclenché. Je l'ai trouvée, toujours dans cette boîte en velours bon marché sur le comptoir. Je l'ai ramassée, l'ai fait tourner entre mes doigts, l'ai regardé capter la faible lumière de la cuisine. Pendant une seconde, j'ai presque ressenti de la tristesse. Puis j'ai enfilé mon manteau, je suis descendu au centre commercial et je l'ai laissé tomber dans le bac de dons de vieux bijoux près des escaliers mécaniques. Quelqu'un d'autre pourra en rire, ai-je murmuré. Quelqu'un qui croit encore. Quand je suis rentré, l'appartement était sombre, mais il ne semblait pas vide. Il semblait mien. J'ai versé un autre verre de vin et je me suis enfoncé dans le canapé, le même endroit où tout avait commencé. Dehors, le tonnerre grondait au loin, bas et lointain, comme un écho de tout ce que j'avais déjà